Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce dernier grand débat des GRU 2021. Alors l'intitulé « Fin du monde, fin du mois, même combat », il peut sembler provocateur, mais il fait évidemment écho au slogan entendu dans les cortèges des Gilets jaunes, ce mouvement de protestation né à l'automne 2018, rappelez-vous, contre les prix du carburant. Alors que se loger et se déplacer sont parmi les activités les plus émettrices de gaz à effet de serre, comment imaginer une politique écologique qui ne soit pas punitive pour les classes populaires? Comment associer les habitants, en particulier des quartiers en renouvellement urbain, à la construction d'une ville durable et inclusive qui réponde aux aspirations et aux besoins de tous? C'est ce dont nous allons parler ce matin et j'aurai le plaisir d'en débattre avec nos 4 invités. Laurent Berger, bonjour, vous êtes secrétaire général de la CFDT. Marie-Laure Vuitnet, bonjour, vous êtes présidente de la commission quartier de l'Union sociale pour l'habitat, mais également directrice générale d'Habitat et Métropole, bailleur social de la métropole de Saint-Étienne. Jean Jouzel, bonjour également, vous êtes climatologue et entre autres distinctions, vous êtes prix Nobel de la paix avec le GIEC en 2007. Et Natalia Perret, bonjour, vous êtes avec nous en visio, maire de Rennes et présidente de Rennes Métropole. Vous n'avez pas pu être avec nous aujourd'hui et donc vous serez avec nous en visio. Je vous remercie pour votre participation. Ce débat, vous avez l'habitude maintenant, est interactif. Vous pouvez poser vos questions, nous envoyer vos réactions au travers de l'interface de votre application. Vous connaissez parfaitement le système maintenant. Pour faciliter les échanges, je vous demanderai quand même de penser à vous présenter. C'est toujours bien de savoir d'où vous nous sollicitez. Et le cas échéant, si vous avez une question qui s'adresse en particulier à un de nos intervenants, bien le préciser. Et pour commencer cette séquence, je vous propose un quiz. On va dans l'interactivité tout de suite, puisqu'on va parler de fin du monde, fin du mois. Mais est-ce que, en fait, on sait bien de quoi on parle et quelle est la problématique? Riches et pauvres, on le sait, ne sont pas égaux face aux risques climatiques. Mais qu'en est-il de leur poids dans les émissions de gaz à effet de serre? Sachant que l'empreinte carbone moyenne d'un Français est de 11,2 tonnes de CO2 par an. Quelle est l'empreinte moyenne des 10% les plus pauvres? Vous avez 4 réponses possibles qui s'affichent sur votre écran. 3,8 tonnes de CO2, 7,4 tonnes, 11,2 ou 13,6. Alors sur ce plateau, vous pouvez jouer aussi, juste ne pas donner la réponse si vous la connaissez. Et puis une deuxième question tout de suite, s'agissant maintenant du poids de l'énergie, chauffage, carburant dans le budget des Français. En moyenne, il est de 8% pour les Français. Et quel est ce taux pour les 5 millions de ménages les plus pauvres? 8%, 10%, 12% ou 15%? Réponse dans quelques minutes, on va vous laisser le temps de répondre. Mais tout de suite, Jean Jouzel, on va commencer avec vous. Le premier item de l'intitulé de notre échange, c'est « Fin du monde ». Alors bon, ça peut plomber un peu l'ambiance, on est vendredi, on est à la veille des vacances, mais on n'y est pas encore. Oui. Mais quand même, un projet de rapport du GIEC que vous avez vice-présidé de 2002 à 2015 et dont des fuites sont sorties dans la presse il y a quelques jours, disent quand même que sans transformation radicale des modes de vie, le pire est à venir. Alors, je ne vous demanderai pas de commander ce rapport qui n'est pas définitif, je le sais que vous ne vous prêterez pas à cet exercice, mais qu'est-ce qu'on peut dire quand même du réchauffement climatique, de ses conséquences et surtout comment imaginer éviter l'apocalypse qui nous est annoncée? Donc merci beaucoup tout d'abord de m'avoir invité à ce débat. C'est très important évidemment par rapport à la rénovation urbaine, ce problème de réchauffement climatique. Donc par rapport disons, pour le rapport du GIEC, effectivement je ne le commenterai pas, j'ai un devoir de réserve, mais j'aimerais quand même dire quelque chose. Ce que dit ce rapport du GIEC, c'est dans la continuité. J'aimerais que vous compreniez que ce que dit le GIEC depuis 30 ans, depuis 40 ans, c'est ce que nous vivons aujourd'hui, en termes de rythme de réchauffement climatique, en termes d'accélération disons par exemple de l'élévation du niveau de la mer. Elle était entre 1 et 2 mm par an au cours du XXe siècle. On est plutôt près de 4 mm par an chaque année maintenant. En termes d'amplification du réchauffement dans la région polaire, et on voit qu'au-delà de 50 degrés nord, nous avons maintenant des vagues de chaleur extrêmement problématiques. Et puis aussi en termes de cette perception, je dirais, de l'intensification de certains événements extrêmes, en particulier les vagues de chaleur. Donc il y a vraiment 2 enseignements à partir de ça. Donc vraiment, quand on dit le GIEC annonce l'apocalypse et tout, non, il suffit de regarder les rapports du GIEC, les rapports précédents. On dirait que les gens disent cela pour se dédouaner de ne pas avoir écouté la communauté scientifique. C'est bien cela. Non, il n'y a pas d'accélération. On est vraiment sur les trajectoires qui étaient anticipées. C'est bien ça qu'il faut avoir en tête. Et donc, c'est vraiment la crédibilité qu'il faut accorder à la
la communauté scientifique, quand on parle de 2050 et d'au-delà, vraiment je vous y invite, cette crédibilité ne nous a pas été accordée. Hein, c'est très clair. Donc cette crédibilité, vous devez nous l'accorder, je le pense, à la communauté au sens large. Et puis, effectivement, donc, quand on regarde ce vers quoi nous allons, eh bien, ce réchauffement, il est inéluctable. Hein, donc on prendra, voilà, il y a un rapport sur la France, on va parler plus de la France. En France, on prendra 1 degré supplémentaire d'ici 2050 probablement. Alors ça sera un peu plus, un peu moins, dépendant des régions, un peu moins dans ma Bretagne natale que dans le sud-est de la France. Voilà, il y a aussi d'autres conséquences. Globalement, pas de diminution des précipitations, mais plus de précipitations d'hiver, moins l'été, et surtout moins de disponibilité en eau. Il y aura en France des conséquences sur du réchauffement climatique. Et puis, ces vagues de chaleur, eh bien, je redis souvent, mais quand, disons, je suis dans mes premières interventions datent des années 80, on n'osait pas parler de température supérieure à 40 degrés en France. On n'osait même pas en parler. Les gens souriaient, hein, disant que c'était tellement exceptionnel. Et maintenant, on en est au-delà de 45 degrés. Alors, bien sûr, les 50 degrés qui ont été frôlés au Canada ne sont pas là en France pour tout de suite. Je ne le crois pas du tout. Mais il faut bien imaginer que nous sommes sur des trajectoires qui peuvent nous y emmener à échéance de quelques décennies. Et c'est bien là le problème. Enfin, bien sûr, Elan-Rue est au premier rang. C'est ça, c'est pas tout de suite, mais si on ne fait rien, bien sûr, on y va. Si on fait rien, et même si on fait quelque chose, le risque, je veux dire, on aura, le réchauffement est inéluctable, on ne peut pas l'arrêter d'ici 2050. Alors après, c'est là qu'il faut, qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne vais pas être trop long, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Mais tout le monde le sait. On le sait depuis le Rio. Disons, il faut limiter il faut stabiliser l'effet de serre. Pour arrêter le réchauffement climatique, il faut que les quantités de gaz à effet de serre dans l'atmosphère arrêtent d'augmenter. C'est très clair. Et quelques années après, quelques décennies, ça dépend. Mais alors, c'est moins vrai pour l'élévation du niveau de la mer. Ça sera quelques siècles après que ça se stabilisera et très haut. Mais bon, donc on sait ce qu'il faut faire. Cette neutralité carbone, elle est inscrite. Maintenant, le GIEC nous a donné une date dans le rapport 1.5 pour respecter l'idée que les jeunes d'aujourd'hui puissent s'adapter au réchauffement climatique. Ce serait plus facile si on leur proposait un climat limité, un réchauffement limité à 1,5 degré par rapport au point industriel, c'est-à-dire 1,5 degré plus qu'aujourd'hui. Ça serait plus difficile à 2 degrés. Il faut neutralité carbone en 2050. Il faut un point de passage ambitieux. Il l'est dans les textes. Alors on pourra en parler. Il l'est dans les textes. Il ne l'est pas dans la réalité. C'est bien là tout le problème qu'on a fait face. Pour terminer, par rapport à l'accord de Paris, au niveau planétaire, on pourra parler du niveau français après, pour en terminer, eh bien, il faudrait multiplier, sur les 10 ans qui viennent, il faudrait multiplier par 3, disons, les engagements des pays sur la période, l'accord de Paris vient de commencer, par 3 pour 2 degrés, par 5 pour 1,5 degré. Donc, on est loin du compte et il faut vraiment accélérer et viser cet objectif neutralité carbone à horizon 2050 qui, en France, est inscrit dans la loi. Merci. Et on le sait, personne ne sera épargné par ce mouvement de réchauffement. On sait aussi que les populations les plus fragiles seront les premières touchées. Pour avoir des éléments de débat, je vous propose de découvrir les résultats du quiz et aux questions que je vous avais posées tout à l'heure. Alors peut-être si on peut voir la réponse à la première question, parce que voilà. Non, ça c'est la deuxième question que j'ai posée. La question sur l'empreinte carbone moyenne d'un Français. Est-ce qu'on a la slide qu'on peut diffuser? Merci beaucoup. Donc on était à 11,2 tonnes de CO2 par an pour les Français. La question des 10% les plus pauvres, je découvre avec vous. Voilà, 36,1% ont répondu 13,6 tonnes et 36,1% répondent 3,8 et donc la bonne réponse c'est effectivement 3,8 tonnes. Donc les Français les plus pauvres sont parmi les moins émetteurs. On voit quand même qu'il y avait une idée peut-être inverse parmi les participants. Alors, on peut penser effectivement que les plus pauvres émettent plus, alors qu'en fait non, leur mode de vie souvent font qu'ils sont beaucoup plus sobres et frugaux comme on dit, peut-être par nécessité, mais en tout cas la réalité est là. Et à l'inverse, on voit aussi que le poids moyen de l'énergie, c'est la réponse à la deuxième question, dans le budget des Français, il est donc effectivement 15%, c'est donc qui sont les moins émetteurs d'empreinte carbone et en même temps c'est ceux qui subissent le plus le coût des énergies, sachant que petit chiffre de contexte aussi, entre 3,5 et 5 millions de ménages sont en situation de précarité énergétique, ce qui veut dire qu'en gros le poids des dépenses d'énergie dans leur budget est énorme et qu'à l'inverse, pour en revenir à l'empreinte carbone, quand même, vous parliez tout à l'heure d'un réchauffement limité à 2 degrés, sachant que 2 degrés c'est déjà trop. Il faudrait, pour
un réchauffement limité à 2 degrés, avoir une empreinte de 2 tonnes. Oui, voilà. Les 10% les plus pauvres sont à 3,8 et les Français en moyenne sont à 11,2. Ça permet quand même de mesurer le chemin à parcourir. Je le disais, les populations les plus fragiles seront les premières touchées. C'est ce qui fait finalement que pour vous, Jean Jouzel, mais aussi on le verra avec nos autres intervenants, il faut forcément allier lutte contre le réchauffement climatique et lutte contre les inégalités, parce que sinon, ça ne marchera pas. Oui, on laissera des populations de côté. Oui, bien sûr, c'est tellement clair que, disons d'ailleurs, il y a quelque chose qu'on peut rappeler par rapport au titre de notre table ronde, hein, fin du monde, fin du mois. Quand on regarde, il peut aussi y avoir, alors il y a vraiment le premier risque pour moi du réchauffement climatique, c'est l'accroissement des inégalités. Alors pas quand on les prend un par un, disons quand on les prend, disons de façon collective. Et ce qui est intéressant par rapport à notre débat, eh bien, c'est que on peut aussi avoir des mesures prises pour lutter contre le réchauffement climatique, comme l'augmentation de la taxe carbone, qui était proposée en 2018. Eh bien, quand on regarde cette augmentation de la taxe carbone, et là on retombe sur ce que vous avez dit, sur le quiz. Alors évidemment, en termes absolus, ça aurait été les couches les plus aisées de la population qui auraient été plus touchées, mais de façon relative, les 10% des revenus les plus modestes seraient 3 fois plus affectés que les 10% les plus riches, en termes relatifs par rapport. Donc on voit bien, et d'ailleurs les chiffres n'étaient peut-être moins là, mais il y avait vraiment ce sentiment d'injustice. S'il n'y a pas de compensation dans ces taxes carbone, qui est quelque chose d'intelligent, eh bien on ne peut pas la mettre en place. Moi j'y suis favorable, mais voilà. Mais alors pourquoi aussi c'est injuste? Eh bien, bon, prenons l'injustice, elle est là. Donc, bon, disons dans une métropole comme Paris, eh bien, allez, une vague de chaleur à Paris, et moi j'ai la possibilité d'aller en Bretagne. Voilà, je suis breton, on est breton, on va dans notre famille, il fait quand même un peu moins chaud. Rester à Paris dans les vagues de chaleur, il y a des gens tout simplement qui ne peuvent pas partir. Il y a une injustice vraiment, disons, il faut absolument que disons, ce problème de confort d'été doit être au cœur de la rénovation. Hein, donc c'est très important. Donc oui, il y a une injustice. Voilà, il y a une injustice aussi quand il y a des inondations à répétition dans certaines vallées, soit du Languedoc, de Roussillon ou bien la Roya. Peut-être moi la Roya c'était plutôt, mais vraiment ce sont vraiment ces habitats deviennent pratiquement invendables. Alors il y a des gens qui peuvent quitter ces régions, qui ont suffisamment d'argent pour aller acheter quelque chose dans un endroit plus, disons, où il y a moins de problèmes, mais beaucoup, eh bien, simplement sont condamnés à rester dans ces zones à risque. Et tout cela, eh bien, il y a vraiment ces injustices qui sont inscrites. Et c'est pour cela je crois qu'on doit avoir collectivement ce regard, la lutte contre le réchauffement climatique, mais c'est toute la transition écologique, la protection de la biodiversité, le problème du bruit, vous le savez, de la pollution. C'est tout ça qui est lié. Il est aussi plus difficile de faire face à la pollution en cas de vague de chaleur. Ouais. Donc c'est vrai que je plaide pour le confort d'été. Voilà, il faut un regard, mais c'est très important que les habitats, tous les habitats, soient bien adaptés aux conditions climatiques vers lesquelles nous allons, pas celles que nous avons aujourd'hui. On a le sentiment que le réchauffement climatique, c'est ce que nous vivons aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Donc il faut bien comprendre ça. Ça n'a rien à voir avec ce que nous vivons aujourd'hui. C'est plutôt effectivement ce qu'ont vécu les Canadiens pendant quelques jours qui peut se présenter à échéance de 30, 40, 50 ans. Merci. C'est quelque chose, Marie-Laure Vittenet, qui fait forcément écho à votre quotidien, puisque un bailleur social, par définition, il est investisseur de long terme, si je puis dire, puisqu'il a un parc qui est là, qu'il construit et qu'il va devoir gérer sur 30, 40 ans. C'est un peu la même temporalité aussi pour l'ANRU. Et en même temps, vous avez aussi des locataires qui, eux, on a parlé du poids des charges, vous avez aussi ce double intérêt, à la fois à investir sur le long terme et à régler la question du parc, mais aussi à traiter la problématique des gens. Le confort d'été, comme disait Jean Jouzel, on a bien vu aussi pendant la crise sanitaire se poser tout un tas de questions et que l'assignation à domicile de certaines populations était problématique sur tous les aspects. On en a parlé pendant les GRU, le confort, la santé, enfin voilà. Donc vous représentez, vous présidez la commission quartier de l'USH, vous êtes aussi bailleur. Comment le mouvement HLM et les organismes prennent en compte cette double problématique, temps long, temps court ? Il y a une double problématique et une triple approche pour nous, pour les bailleurs sociaux. Les organismes de logement social, ils couvrent le spectre complet de la question du logement dans les quartiers, mais aussi sur d'autres secteurs. Mais dans les quartiers, c'est encore plus massif.
On a un rôle, j'allais dire, pour démarrer, d'acteur économique et un rôle important par rapport aux transformations qu'on doit porter aujourd'hui en tant qu'acteur de la filière du bâtiment. Et c'est déjà un premier point. Deuxième point, c'est qu'on est un acteur sur le temps long dans les quartiers. Et on s'inscrit dans le temps long, comme vous le disiez, du fait de la propriété des logements qu'on gère sur... On a l'habitude de parler sur plus de 40, 50 ans, et donc on doit adapter en permanence notre patrimoine à ces enjeux. Et puis on a un rôle effectivement d'accompagnement et d'accompagnement des locataires, de soutien par rapport à ces questions, et quelque part aussi d'aide à l'inscription dans une nouvelle manière d'habiter aussi dans les quartiers à travers les programmes qu'on peut mettre en œuvre. On a sur la question de la précarité énergétique, c'est un point qui est déjà porté par les bailleurs sociaux depuis un grand moment. La réhabilitation thermique, elle n'a pas démarré l'année dernière. On a de longue date engagé des travaux importants, notamment à travers la rénovation urbaine et sur les programmes en rue, sur cette question-là. Aujourd'hui, le problème, il se pose différemment. On a eu la question du confort dans les logements avec la crise Covid qui a débuté l'année dernière. Et cette question du confort thermique, la question du confort, elle vient aujourd'hui en plus de tout ce qu'on a déjà pu mettre en œuvre, et c'est un point important. La question de la résilience des bâtiments, des choses qui étaient aujourd'hui peut-être portées par quelques bailleurs clairvoyants de manière un peu expérimentale, parce qu'on a toujours eu, on a une culture de l'innovation très forte chez les bailleurs, mais aujourd'hui il y a un enjeu encore plus fort, c'est d'accélérer ces démarches et de les rendre massives, à la fois sur la réhabilitation thermique, l'adaptation globalement du bâti, et puis sur le deuxième volet, sur la question de la proximité, l'intégration de nos logements et l'accompagnement des locataires dans un ensemble plus vaste d'intégration dans le quartier, de vie globalement dans ces territoires. On est des acteurs de la rénovation des territoires, et on doit aussi accompagner la transformation des villes, dont les quartiers sociaux, puisqu'on est là, la plupart du temps, des acteurs massifs, des acteurs très présents sur ces secteurs-là. Merci. On aura l'occasion de revenir peut-être sur quelques opérations exemplaires, ou en tout cas qui peuvent être mises en avant. Laurent Berger, je le disais, vous êtes secrétaire général de la CFDT. On n'a pas forcément l'habitude de vous voir sur un plateau où on parle, alors fin du mois-ci, fin du monde un peu moins peut-être encore que, mais en tout cas sur un plateau, l'ANRU, le logement, l'aménagement, c'est pas forcément la préoccupation première, on pourrait penser, d'une organisation syndicale. Vous avez porté le pacte du pouvoir de vivre avec d'autres organisations, notamment l'Union sociale pour l'habitat qui est à côté de vous. Pour la CFDT, la transition écologique doit vraiment être un synonyme de progrès social. Et pour vous, on ne peut pas ne pas allier les deux. Agir sur un champ sans penser à l'autre. Et donc vous, les organisations, quelles qu'elles soient, associatives, syndicales, ont vraiment un rôle à jouer pour faire ce mix. Bonjour, merci de l'invitation. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un salarié, c'est pas qu'un salarié. C'est un habitant, c'est un citoyen, il se loge, il se déplace, il consomme, et ce qui crée une légitimité, à notre sens, pour qu'on puisse parler de l'ensemble de ces sujets. C'est pas nouveau, le sujet écologique de l'environnement n'est pas un sujet nouveau pour la CFDT. Nous, ce qu'on a voulu montrer, c'est que, Jean Jouzel l'a très bien dit, il n'y a pas d'espace pour faire autrement que s'inscrire résolument dans la transition écologique pour changer nos modèles, si ce n'est une impasse. Mais il n'y a pas d'espace pour le faire si on ne prend pas en compte un élément central de nos sociétés, c'est qu'elles sont profondément inégalitaires, et que les plus pauvres morflent le plus, excusez-moi ce terme, dans les transformations en cours, sont les plus impactés par le réchauffement climatique, par le surcoût, par le coût de l'énergie, etc., etc. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'on ne peut pas faire de transition écologique si, dans le même temps, on ne poursuit pas un objectif de réduction des inégalités. Et c'est pour nous l'élément central de ce pacte du pouvoir de vivre. C'est-à-dire que, pour illustrer les choses de façon un peu schématique, quand on est un syndicaliste, on s'est engagé parce qu'on considérait que la question sociale n'était pas un sous-produit de la question économique. Aujourd'hui, on considère que la question écologique et sociale n'est pas un sous-produit de la question économique, mais la question sociale n'est pas non plus un sous-produit de la question écologique. C'est ensemble qu'il faut les aborder, ensemble qu'il faut aborder les choses avec des propositions très concrètes, en ne niant pas
Ce qui est perçu parfois, c'est que des citoyens, des travailleurs, des personnes les plus en situation difficile seraient contre la transition écologique. C'est totalement faux. Oui. Totalement faux. Ils ne sont pas contre, ils demandent juste que ça se fasse à hauteur de femmes et d'hommes. Ça ne se fasse pas en niant ce que sont leurs réalités et ce besoin de négociation de la transition pour voir comment elle peut s'opérer. Et si on fait des bons choix en termes d'investissement, de répartition des richesses, eh bien, on peut, et moi je suis comme Jean Jouzel, je suis pour une taxe carbone, mais on peut mettre en place les outils d'une vraie transition écologique. Mais en n'oublions pas qu'il y a besoin de tenir compte de la situation de ceux et celles qui seraient le plus impactés par des décisions qui sont prises. Et pour ça, on reviendra tout à l'heure peut-être sur des propositions concrètes du pacte du pouvoir de vivre. Nous, il y en a une qui est très importante pour nous, c'est toute politique publique évaluée à l'aune de ses conséquences pour les 10% les plus pauvres. Si on rentrait dans cette logique-là, juste dans cette logique-là, un certain nombre de choix, on pourrait les faire de façon éclairée pour qu'ils soient bons d'un point de vue écologique, si c'était sur la question environnementale, il soit bon de ce point de vue-là, mais il soit bon aussi pour les 10% des personnes les plus pauvres de nos sociétés. Donc c'est ça le pacte du pouvoir de vivre, c'est une forme d'alliance très très large oui. Qui vise à montrer qu'on n'est pas dans une contradiction entre la question écologique et la question sociale, on est dans une forme finalement d'alliance, mais aussi de dynamique. On peut créer une dynamique qui réponde à ces deux enjeux, ces deux bombes à retardement qui sont devant nous, c'est-à-dire le réchauffement climatique et la progression et la persistance, et même malheureusement la progression des inégalités, qui sont aussi un risque démocratique. Merci. Nathalie Appéré, vous nous écoutez en duplex, en visio depuis tout à l'heure. Le point de vue de l'élu local que vous êtes sur cette question, puisque vous êtes évidemment en première ligne vous aussi pour répondre à ces problématiques, à la fois en tant que maire et présidente d'une métropole, vous avez à agir sur la question environnementale au travers de tout un tas d'outils, notamment d'aménagement du territoire ou de politique de l'habitat. Et puis vous avez aussi les habitants que vous côtoyez au quotidien et qui viennent aussi vous s'ouvrir de leurs difficultés à vous. Comment, d'un point de vue de l'élu local, on concilie ces deux problématiques, lutte contre le réchauffement climatique au niveau du territoire et accompagnement social des plus fragiles? Jean Jouzel le disait tout à l'heure, avec la force qu'on lui connaît, de toute façon, on n'a plus le choix. On n'a plus le choix que de respecter par les transitions la trajectoire des réductions de gaz à effet de serre qu'on s'est fixée. Et puis, on n'a plus le choix immédiatement que de s'adapter, parce qu'on en est là, au changement climatique. Et évidemment, en ne pensant pas la question de la lutte contre le réchauffement climatique, Laurent Berger le disait, en dehors de cette question de la lutte contre les inégalités. Les Gilets jaunes étaient venus nous rappeler qu'on ne pouvait pas concevoir l'un sans l'autre. Je crois que la crise sanitaire nous renforce aussi dans une approche systémique. C'est tous les leviers qu'il nous faut activer et peut-être finalement assez simplement revenir un peu aux fondamentaux du développement durable tel qu'on le pensait il y a quelques années, mais qui garde toute son acuité avec son volet écologique, avec son volet social, mais aussi avec son volet démocratique d'implication citoyenne. Et donc c'est l'ensemble de ces paramètres qu'on doit prendre en compte à l'échelle de nos métropoles, de nos villes et puis plus spécifiquement de nos quartiers. Moi, je prendrais peut-être des exemples concrets de la façon dont il faut allier en permanence ces priorités. On a évoqué tout à l'heure la question du logement. Évidemment, quand on pense rénovation thermique ou quand on pense construction durable, bâtiment positif, c'est aussi pour penser réduction des loyers, réduction des charges, et ça ne peut pas être vécu indépendamment. Quand on fabrique à l'échelle de nos villes des réseaux de chaleur, c'est avec une préoccupation de mix énergétique pour de l'énergie durable et sans carbone, mais c'est aussi parce que ces réseaux de chaleur, c'est la garantie d'un coût de l'énergie qui reste maîtrisé sur la durée et singulièrement pour les plus fragiles. Je pourrais prendre l'exemple des transports. Quand, à l'échelle d'une ville comme la nôtre, on met en place des alternatives à la voiture individuelle par un réseau de transport en commun performant, on vise bien sûr la décarbonation des mobilités. Mais ça ne peut pas se faire si en parallèle, on n'a pas une politique tarifaire qui se demande comment étendre les zones de gratuité, les tarifications sociales et solidaires
qui fait que pour nous, un tiers des usagers a une gratuité totale ou à 85% ou à 50% en fonction des revenus. Quand on pense espace public, bien évidemment, c'est la question de la lutte contre les îlots de chaleur et la manière dont on réintroduit des espaces de végétalisation, de respiration dans la ville, mais c'est aussi l'espace public, le lieu du commun, celui qui fait la rencontre, celui qui fait la cohésion sociale, celui qui doit être accessible à tous et non pas approprié par quelques-uns, si je me réfère aux problématiques qui sont importantes dans nos quartiers de sécurité et de tranquillité publique. Je pourrais poursuivre avec l'alimentation, on est les uns et les autres engagés dans des plans alimentation durable. Il y a un objectif, c'est le zéro pesticide de synthèse à horizon rapide, pour nous 2025, mais la promotion d'un autre modèle agricole, y compris de circuits courts, y compris plus vertueux environnementalement, ça ne marche que si chacun a accès à une alimentation de qualité et que si on pense les chèques alimentation ou les politiques tarifaires dans la restauration collective. Quand on prend, j'ai évoqué la question de l'eau tout à l'heure, bien évidemment des programmes d'économie d'eau, mais aussi en ce qui nous concerne, un chèque eau pour les ménages les plus modestes, de façon à ce qu'ils puissent accéder à ce bien commun et essentiel qu'est l'eau et à ce qu'on sorte de politiques tarifaires qui sont souvent un petit peu délétères, où plus on consomme, moins on paye. Donc il faut inverser toutes ces logiques. Et c'est vraiment, je crois, à 360 degrés sur l'ensemble des leviers qu'on est dans cette conciliation permanente. Merci. On le voit, il y a une nécessité d'agir sur tous les fronts et de façon cohérente pour que l'ensemble des aspects de la vie quotidienne soient traités. Si on revient vraiment à la fabrique de la ville, qui est un petit peu le rôle de l'ANRU aujourd'hui, c'est donc un temps long, je le disais tout à l'heure. C'est aussi là que vous parliez tout à l'heure de la nécessité de limiter les émissions de gaz à effet de serre pour limiter le réchauffement climatique. On le sait, la mobilité du quotidien, la construction, l'habitat sont parmi les postes les plus émetteurs de gaz à effet de serre. Et donc c'est quand même là qu'il y a vraiment un vivier d'action. On a plusieurs questions d'ailleurs sur des solutions concrètes. Il y a des objectifs qui sont fixés au secteur de la construction et aux acteurs. On a des lois, on en a encore une qui est en cours d'examen. On a la stratégie nationale bas carbone, on a la programmation pluriannuelle de l'énergie. Voilà, on a des objectifs. On se fixe des politiques, même si... Le Conseil pour le climat dit que ça ne suffit pas et qu'il va falloir aller plus loin. Mais comment on passe d'une vision, d'une fin du monde attendue et dont on sait qu'il faut agir, à des solutions concrètes sur le terrain ? Oui, mais justement, je crois que ça vaut le coup de rappeler ces objectifs. La stratégie nationale, disons, j'adhère complètement aux objectifs, disons, affichés de neutralité carbone en France à horizon 2050, mais c'est quand même très exigeant par rapport à ce qui nous réunit aujourd'hui, l'habitat. Moins 53%, disons, entre 2015 et 2030, et puis neutralité carbone, zéro carbone, pas neutralité, c'est pas 2 tonnes, c'est zéro carbone en 2050. C'est la stratégie nationale bas carbone. Alors, on a quand même de l'espoir pour le bâtiment, l'urbanisme, parce que les choses vont dans le bon sens. C'est quand même plus difficile pour la mobilité, qui est maintenant à 31% au niveau français, et qui est vraiment très difficile à maîtriser. Et là où aussi, on a des ambitions de zéro carbone aussi à horizon 2050. Donc je pense que cet objectif, eh bien, justement, la rénovation, le rôle de l'ANRU, pour moi, je crois que c'est peut-être plus facile dans le neuf, effectivement, dans le bâtiment neuf. Alors il y a aussi, bien sûr, tout ce qui concerne... disons l'urbanisme en général, mais la rénovation se doit d'être à la hauteur, disons, dans l'ambition par rapport justement, enfin on ne va pas rentrer dans toutes ces catégories, mais il faut être ambitieux dans les rénovations si on veut effectivement que ces objectifs affichés au niveau de la stratégie nationale bas carbone, l'ANRU, soient en phase avec ces objectifs. C'est un peu ça le message. Et je sais que ce n'est pas facile. Je me rends bien compte que, disons, cette diminution, c'est 30% sur, disons, d'ici, par rapport entre 2020 et 2050, ou 35%, c'est zéro carbone en 2050. Mais si on ne le fait pas, eh bien, on n'arrivera pas à cette neutralité carbone en France. Voilà le message. Donc, disons, l'ANRU, bon, moi, j'ai eu la chance de participer à la Convention citoyenne sur le climat, donc il y a eu beaucoup, vraiment, comme membre du comité de gouvernance, je pense, beaucoup
de propositions très pertinentes. Bon, moi j'étais, là on n'est pas dans ce cas-là dans la rue, mais j'étais vraiment pour l'obligation de rénovation. Hein. J'étais aussi responsable dans le Grenelle de l'environnement de ce volet, enfin avec Nicolas Stern, de ce volet bâtiment urbanisme, et je pense qu'il n'y a pas d'obligation de rénovation, on n'y arrivera pas. Donc l'ANRU n'est peut-être pas dans ce contexte, mais en termes général d'habitat, voilà. Donc mais on attend beaucoup, effectivement, de l'habitat et de l'urbanisme en général, mais aussi de la mobilité qu'on ne peut pas déconnecter les unes des autres. Hein. C'est tout un ensemble, on le sait très bien. D'autant qu'on le sait, les habitants des quartiers peuvent être exposés à des risques environnementaux plus forts, au-delà du seul réchauffement climatique plutôt. Des inondations, des sécheresses. Oui, et puis parfois des quartiers où un urbanisme de dalle qui est le moins adapté peut-être à la résolution de ces problématiques. Et puis parfois situé à côté de nuisances sonores, à côté de zones de pollution. Donc voilà, il y a quand même un traitement de certains de ces quartiers. Je ne vais évidemment pas les dépeindre de façon trop négative, puisque ce n'est pas du tout le propos. Mais voilà, il y a quand même aussi, au-delà du réchauffement climatique, une prise en compte de ces quartiers plus globale à avoir pour traiter l'ensemble des problématiques de ces habitants. Oui, c'est vrai que je suis trop biaisé vers le réchauffement climatique. C'est ma culture, mais franchement, je sais disons, la transition écologique au sens large. Quand on parle de rénovation, c'est aussi, disons, le cadre, disons, je dirais, la végétalisation, le cadre dans lequel on vit, bien sûr la biodiversité, c'est le bruit, c'est la pollution, c'est tout cela. Donc bien sûr qu'on ne peut pas, et on ne peut pas déconnecter cela non plus du développement économique, la mobilité, des emplois proches de l'urbanisme. Il y a tout ça qui est dans l'urbanisme qu'on a probablement oublié quand même. Je le crains depuis quelques décennies, y compris dans la métropole parisienne et dans d'autres métropoles. Disons, il y a tout le problème de l'artificialisation des sols qu'il faut vraiment limiter. Tout ça, c'est inscrit dans la loi. Il y a beaucoup de bonnes choses dans la loi. La réalité, c'est qu'on ne le respecte pas. Oui. Donc, voilà. Alors, sur l'artificialisation des sols, d'une certaine façon, le renouvellement urbain, c'est l'antithèse, puisqu'on est plutôt dans une logique de on refait la ville sur la ville, et donc on limite l'étalement urbain, et au contraire, on est plutôt vertueux. C'est ça, complètement. Et les programmes ANRU et toute la rénovation urbaine, c'est à l'intérêt de pouvoir effectivement aborder complètement cette question-là avec un potentiel des quartiers prioritaires et des quartiers politiques de la ville qui est important dans le domaine, qui va peut-être leur redonner une attractivité un peu plus forte auprès de l'ensemble de la population. Mais là-dessus, je voudrais insister sur un point qui nous semble important au niveau de l'USH, c'est que la question du développement d'offres nouvelles dans ces quartiers, de renouvellement, elle est essentielle pour ramener de la mixité. Ça fait partie des enjeux très essentiels de l'ANRU. Pour autant, il faut être attentif à la quittance des loyers produits sur le neuf. On peut faire des choses extrêmement bien, extrêmement intéressantes, des opérations qui consomment très peu de carbone, mais pour autant, qui a accès ensuite à ces opérations-là, et est-ce qu'on reste dans l'idée d'avoir effectivement un accès pour tous au logement de demain, en fait. Donc il y a une question sur le logement neuf et sur la production de logements à basse quittance. C'est un sujet qu'on a régulièrement avec les interlocuteurs des services de l'État et de l'ANRU. Il y a des questions d'ailleurs pour vous sur cette thématique. Mais c'est un vrai sujet et c'est un sujet qui n'est pas réglé aujourd'hui, qui est traité mais qui n'est pas réglé. D'autre part, sur la question de l'urbanisme de dalle, qui est un peu l'image emblématique des quartiers, des grands quartiers sociaux, qui ne sont pas la totalité, qui ne représentent pas peut-être pas la majorité même des quartiers de politique de la ville en France, mais en tout cas qui sont les plus marquants. On a à la fois effectivement des quartiers qui sont extrêmement minéralisés et avec un urbanisme de nappes de parking, etc. C'est sur ces quartiers-là qu'on peut aussi, malgré tout, on a une densité qui est relative. On est tout à fait dans l'esprit du zéro artificialisation nette. On a certains immeubles fin des années 60, 70 qui sont déjà surélevés par rapport à d'autres questions. Donc on a un potentiel de transformation de la forme urbaine elle-même, sans forcément tout casser. Et on a, et de l'autre côté, les espaces libres, qui sont aussi une caractéristique de ces quartiers, permettent aussi d'envisager des transformations qui ont déjà été testées sur quelques grands quartiers. Je pense aux quartiers sur la métropole de Lyon, où on transformé des parkings en zones végétalisées, qui peuvent tout à fait être intéressants pour la transformation des quartiers de demain et amener de lutter contre les îlots de chaleur urbaine dont on a parlé. Et puis, dans ce cadre-là, on peut aussi, nous, en tant qu'opérateurs, travailler sur des opérations
de zéro déchet, de recyclage, de transformation de la ville sur la ville d'un point de vue urbain, mais aussi d'un point de vue de la gestion du chantier et de la gestion de l'ensemble de l'économie, de la construction ou de la réhabilitation des logements, voire de la démolition. Des expériences intéressantes qui sont menées par Seine-Saint-Denis Habitat sur ces démolitions zéro déchet à Romainville. Enfin, c'est un exemple, mais il y en a d'autres. Valoffice sur d'autres secteurs. Bon, on a aujourd'hui des expériences. Et là où moi, il me semble qu'on a un énorme défi devant nous, c'est de massifier ces expériences. Ouais. On a un travail en l'expérimentation à la généralisation. Voilà, il faut qu'aujourd'hui, on a quelques pionniers, des innovations. Dans chaque organisme, on essaye en permanence, dans les équipes de maîtrise d'ouvrage, d'avoir des opérations emblématiques qui nous permettent d'avancer sur l'innovation, de tester. On fait partie des acteurs qui peuvent se permettre de tester parce qu'on a cette capacité d'avoir un patrimoine important et puis une vision sur le long terme que ne peuvent pas forcément avoir tous les opérateurs économiques. Mais on teste. Maintenant, il va falloir accélérer. Ouais. Et il faut qu'on trouve les moyens d'accélérer. Alors merci parce que vous venez de répondre à la question de Philippe Attin-Quadio de la mairie de Vendœuvre qui posait la question de comment les politiques patrimoniales des bailleurs sociaux pouvaient contribuer à atteindre les objectifs et est-ce qu'il fallait les amplifier. Donc là vous venez de répondre, la question c'est avec quels moyens, comment on amplifie. Donc c'est... Il faut des moyens. Il y a des choses qui se dessinent. On a répondu activement, tous les bailleurs sociaux de France, à l'appel à projet concernant le plan de relance suite à la crise Covid, mais qui intègre complètement cette problématique, puisque la demande de l'État, c'était justement de positionner des opérations en réhabilitation sur le patrimoine le plus énergivore, qui ne représente pas aujourd'hui, en termes d'énergie, une part très importante du parc de logement social, parce que comme je le disais, l'énergie, c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis plusieurs années. Donc on a largement atteint les souhaits de l'État sur la réponse à cet appel à projet. Maintenant, il nous reste encore d'autres opérations. L'ambition de la loi climat, c'est d'aller plus loin sur les étiquettes énergétiques, avec un enjeu fort, sans doute autour de plus d'1 million de logements à réhabiliter sur des étiquettes E actuellement, qui sont plus importantes que les F et G sur lesquelles on intervient aujourd'hui, enfin sur lesquelles le plan de relance nous a demandé de nous positionner. Mais on a encore de quoi faire. Et puis autant sur les étiquettes énergétiques les plus mauvaises, on avait déjà fait l'essentiel du travail. Autant sur la question de l'émission des gaz à effet de serre, là par contre, on a encore un gros chantier. Oui, sur l'ensemble de la chaîne, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Laurent Berger, Jean Jouzel parlait de toutes les problématiques, Nathalie Appéré aussi tout à l'heure sur le fait de toute la chaîne. Le pacte du pouvoir de vivre porte justement des propositions sur un peu toutes ces thématiques, sur la question de la mobilité, sur la question évidemment de l'emploi et aussi sur la question de la rénovation, puisque c'est une des propositions fortes en matière d'habitat que vous portez, à savoir il faut rénover les logements pour faire baisser les charges des occupants. Oui, on a coutume de dire que la rénovation thermique des logements, c'est gagnant sur 3 tableaux. C'est gagnant sur la question environnementale, c'est gagnant sur la question sociale des ménages les plus modestes, c'est gagnant sur la question finalement de l'emploi dans les territoires. Mais encore, Jean Jouzel disait fort justement qu'on a les objectifs. Mais on est parfois dans un pays où on a le sentiment qu'une fois qu'on a fixé les objectifs, on a joué le match. On a bien vu ce que ça donnait dans un domaine sportif. Il faut jouer le match. Il faut jouer les matchs et ça veut dire qu'il faut faire 2 éléments qui sont indispensables. Il faut se fixer des contraintes pour y arriver. Et moi je crois, et dans les propositions du pacte du pouvoir de vivre, sur l'échéance en termes de rénovation thermique, on n'y est pas, y compris sur la non-possibilité de louer des passoires énergétiques. Je pense qu'il fallait aller beaucoup plus vite, beaucoup plus fort, même si ça posait d'autres problèmes, mais c'est quand on se pose des problèmes que finalement des fois on trouve des solutions. Et puis il faut faire confiance aux acteurs. Et clairement, c'est là où parfois on manque sur la rénovation thermique. On ne peut pas dire qu'il ne se fait rien, ce serait malhonnête de le dire comme ça. Mais on a le sentiment finalement qu'on se coupe de possibilités de faire parce que d'abord on n'investit pas assez. Et qu'il faut faire des choix. Et dans les propositions que nous portons, par exemple, il y a des choix sur l'instauration d'une fiscalité écologique et solidaire beaucoup plus forte. Il y a des choix sur le fait de sortir les investissements verts de certains nombres de règles de calcul. C'est-à-dire que si on ne fait pas ces choix financiers, on n'y arrivera pas. Et si on ne confie pas la réalisation à des acteurs.
En fait, le problème, c'est pas qu'on ne sait pas quoi faire. Le problème, c'est que parfois, y compris les acteurs, n'ont pas suffisamment la confiance des décideurs pour, à un moment donné, mettre en œuvre les choses. Donc, oui, on fait des propositions sur la rénovation thermique. Je ne pourrais pas dire les choses de façon plus complète que ce qui vient d'être dit. On fait des choses sur les transports. La question des mobilités, c'est fondamental, Nathalie Appéré l'a dit. Nous, on vient de sortir un rapport qui montre que si on accélère les contraintes dans la filière automobile sur le thermique, on est mieux disant sur les conséquences de la transition écologique sur l'emploi. En fait, on peut avoir sur l'emploi, sur la lutte contre les inégalités, on peut être en capacité de résoudre des problèmes parce qu'on va plus vite. Mmh. Et c'est ça qu'il faut accentuer. Donc on fait des propositions dans ce cadre-là. Moi, je crois que les propositions qu'on porte, nous, c'est un cadre. Et le cadre, il ne faut pas l'oublier, quoi. C'est des financements, des gouvernances, des façons d'agir, de la confiance dans les acteurs et des réalisations concrètes. Et on voit bien depuis tout à l'heure que ce soit à l'USH ou dans des collectivités territoriales, des idées, il y en a plein. Alors justement, USH, secteur public, même s'il y a des entreprises privées qui interviennent dans le logement social, collectivité. Là, il y a une question pour vous, Laurent Berger. Sans mobilisation active des entreprises privées, l'action publique et des citoyens en faveur de la transition n'est-elle pas vaine? Est-ce que ce n'est pas la sphère privée qui parfois peut manquer peut-être pour porter ces objectifs? Oui, mais là aussi, il y a des choses qui bougent. C'est aussi moi, hier soir, j'étais dans une organisation patronale qui s'appelle Impact France, qui veut fixer un index très... Alors, vous allez me dire, c'est anecdotique, c'est pas l'ensemble... Mais dans les entreprises, et ça ne l'est pas d'ailleurs, mais dans les entreprises, c'est aussi l'action syndicale qui est en train d'être menée, qui permet de faire cette transition écologique. D'abord, il y a une prise de conscience, y compris d'un certain nombre d'entreprises. Il y a dans la loi climat-résilience, même si c'est une toute petite accroche, la question que les représentants du personnel dans les CSE puissent se saisir de cet enjeu de transition écologique et négocier la transition. Mais oui, évidemment que c'est un mouvement global. Bon, après, est-ce que le public, le privé en fait plus ou en fait moins? Je pense que c'est un débat un peu vain. Ce qui est important, c'est de fixer des contraintes aux uns et aux autres et de négocier cette transition. C'est de négocier les conditions de cette transition. Mais oui, il y a des contraintes à donner aux entreprises qui doivent parfois, à certains égards, être plus fortes. Et ça, c'est pas toujours la culture qui est la nôtre de le faire, malheureusement. Ouais, merci beaucoup. Nathalie Appéré, j'imagine que vous vous inscrivez pleinement dans les propos qui viennent d'être tenus. Vous parliez tout à l'heure de toutes les politiques sur lesquelles, en tant qu'élu, vous pouviez avoir à intervenir. Se pose la question quand même du résultat concret. C'est un peu les questions qui nous sont posées, de comment on fait pour que les gens concrètement voient une amélioration de leurs conditions et de leur pouvoir d'achat. Vous êtes aussi sur une logique, par exemple, si on prend juste la politique du logement social, vous avez une politique très forte qui vise à dire qu'il ne faut pas que le loyer conditionne l'endroit où les gens vivent parce qu'ils n'auraient pas les moyens de vivre ailleurs, en tout cas sur le parc social. Je voudrais peut-être revenir sur l'idée qui a déjà été émise par les uns et les autres sur le plateau, sur le fait que la rénovation urbaine, au regard des enjeux climatiques et sociaux, elle est vertueuse par nature. Parce qu'elle est d'abord un moyen efficace de reconstruire la ville sur elle-même et de limiter l'artificialisation des sols. Et très concrètement, un certain nombre de nos quartiers, ça a été dit, sont pensés peut-être certes sur des logiques de dalles un peu datées, mais sont aussi pensés au regard de ce qu'était le prisme dominant dans les années 50, 60, 70, à savoir une ville autour de la voiture. Et le fait de transformer en profondeur les quartiers, c'est aussi l'opportunité d'utiliser des espaces conçus au bénéfice de la voiture individuelle pour densifier sur des dents creuses, sur des parkings. Et quand on a une politique de mobilité alternative, on a à la fois cette capacité à faire la ville sur elle-même, à accueillir dans les quartiers, en même temps qu'à transformer l'espace urbain. Peut-être au-delà de ça, dire ce qu'il peut y avoir de vertueux dans la rénovation urbaine. Je sais que ce n'est pas forcément une opinion dominante, mais je me permets de l'émettre, de ne pas démolir.
ou en tout cas de ne pas avoir la démolition comme prisme systématique de la rénovation urbaine. D'abord parce que quand les logements sont là, il n'y a pas d'effet carbone à émettre pour en reconstruire de nouveaux, et parce que c'est une manière aussi de ne pas penser l'impératif de mixité, de cohésion sociale dans les quartiers comme s'opposant au droit au logement, et c'est aussi une façon de pouvoir faire en sorte que les politiques de rénovation urbaine, elles ne s'adressent pas uniquement à ceux qui viendraient dans les quartiers pour y apporter de la mixité parce qu'ils y trouveraient les fonctionnalités attendues, mais aussi à ceux qui sont là et qui ont fait le choix d'y vivre. Parce qu'effectivement, je pense que nous avons beaucoup à faire sur la question de la liberté résidentielle. C'est ce que vous avez évoqué de l'expérience rennaise sur le loyer unique pour permettre qu'il n'y ait pas d'assignation à résidence, faire en sorte que en tout point de la métropole, un logement social ait le même loyer qu'un autre logement social. C'est ce qui permet tout simplement la liberté de choix, mais ce qui doit permettre aussi, si on en a envie, de continuer à vivre dans les quartiers pour qu'on y trouve toutes les aménités, toute la qualité de vie, toutes les infrastructures, qu'elles soient évidemment de mobilité, de qualité des logements, des espaces publics, mais aussi d'éducation, de culture, de santé. Et c'est aussi dans cette conciliation permanente de la rénovation urbaine entre l'urbain et l'humain qu'on réussit à traiter tous les leviers qu'on évoquait tout à l'heure, parce que je rejoins l'approche de Laurent Berger. La trajectoire, elle est donnée. Maintenant, c'est dans la capacité de mise en œuvre et de mobilisation que les choses se jouent. Merci. Et dans les financements. Très bien. Vous abordez la question de la démolition versus réhabilitation. C'est effectivement une question qui peut se poser, puisqu'il y a d'ailleurs une question de Laura Vanuet, CRU, qui dit « L'ANRU, c'est plutôt la démolition-reconstruction que la rénovation. Qu'est-ce qui est le plus vertueux en termes d'objectifs environnementaux ?» Là aussi, est-ce qu'on est dans une logique temps long, temps court, même si la réhabilitation, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, parce que une réhabilitation type sur un bâtiment des années 60 qu'on réhabilite pour passer d'une étiquette D à B, ça consomme 2 fois moins après réhabilitation. Si on démolit et qu'on reconstruit et que là on passe à une étiquette A, on consomme 4 fois moins. Mais il y a effectivement le coût de la démolition-reconstruction. Idem si on regarde juste les dépenses énergétiques. 430 € de gains en moyenne par an si on réhabilite, versus 735 € par an pour un logement neuf. Donc là aussi, c'est quoi? C'est un arbitrage, temps long, temps court. Qu'est-ce qui est le plus vertueux et est-ce que réellement il y a quelque chose de plus vertueux? Intuitivement, donc moi j'ai eu l'occasion avec Nathalie il y a une quinzaine de jours et avec Anne Hidalgo de visiter une rénovation à Nathalie Appéré. Alors je ne sais pas le prix, mais j'ai eu l'occasion de le faire à Rennes, voilà, dans le quartier du Blône. Moi, intuitivement, ça me semble mieux de rénover quand c'est possible. Donc, oui. Il faut savoir évaluer. Puis autrement, c'est évidemment une réutilisation des matériaux au maximum aussi, donc il doit être envisagé. Donc c'est tout ça dépend aussi comment on reconstruit. Si on reconstruit à partir... Bon, le problème de la reconstruction, c'est que si on continue à construire des villes, disons au niveau planétaire, sans y prêter attention au recyclage des matériaux ou à des nouveaux matériaux, eh bien on va dans le mur en termes de réchauffement climatique, rien que pour produire le ciment. Donc voilà, donc il y a toute cette... mais voilà, je ne suis pas spécialiste de là, mais je pense qu'on peut évaluer au cas par cas. Mais j'ai vu un bel exemple de rénovation, voilà. Sachant je peux témoigner. Sachant que le renouvellement urbain a vocation aussi à traiter des problématiques autres que la question de la transition écologique, et que parfois il faut démolir pour laisser plus de place, apporter plus de végétalisation, désenclaver des quartiers, et que donc voilà, peut-être qu'il faut pouvoir allier les deux. Vous parliez tout à l'heure, Marie-Laure Vuittenet, d'une expérience un peu exemplaire menée par Seine-Saint-Denis Habitat, donc dans une zone dense, dans un département qui n'est pas forcément celui le plus favorisé de France, et qui essaye justement d'allier contraintes écologiques de long terme avec l'obligation de démolir et de reconstruire. Donc une opération exemplaire
de réutilisation des matériaux issus de la démolition, Voilà, à la fois pour reconstruire la ville sur la ville, en réemployant les matériaux désossés, des immeubles désossés, et en réutilisant aussi tout simplement les granulats issus des démolitions. Donc c'est quelque chose d'hyper intéressant qui est très peu développé aujourd'hui. Il faut vraiment qu'on accélère le développement de ce type de démarche. Mais quand même, par rapport à la question de l'arbitrage, effectivement, on peut plus avoir, je pense qu'il faut se détendre sur la question de la démolition et de la réhabilitation, parce qu'on peut plus avoir de dogme sur ces questions-là aujourd'hui. On voit bien qu'on a une exigence, y compris des habitants, d'aller sur des démolitions quand la forme urbaine et la forme des bâtiments est tout à fait repoussoire et incompatible avec ce qu'on attend aujourd'hui aussi du confort d'un logement, des espaces extérieurs, des logements qui ne sont pas forcément traversants. On parle de rénovation urbaine dans les grands quartiers, mais ça concerne aussi des quartiers anciens. On a aussi beaucoup de quartiers anciens dans le programme de rénovation urbaine accompagné par l'ANRU. Et dans ces quartiers-là, on peut avoir des choses qui sont tout à fait inadaptées et qui seraient complètement... ça serait exorbitant, y compris économiquement ou techniquement, d'aller sur une réhabilitation. Donc on a ces choses-là, et en même temps, effectivement, je pense que tous les bailleurs aujourd'hui font vraiment un arbitrage très, très, très précis, très pointu du choix entre la démolition et la réhabilitation, ne serait-ce que par rapport à la rapidité d'intervention qu'on peut aussi avoir sur ces questions-là. Quand on démolit, il faut reloger, on sait que c'est du temps long, et qu'on a la question de la reconstitution de l'offre à lier au relogement qui est primordial et qui a un impact social fort pour les habitants. Merci. On va passer maintenant à nos dernières thématiques puisqu'il nous reste encore quelques minutes. La question qui se pose aussi, c'est une fois qu'on a fixé les objectifs, qu'on détermine des politiques pour y arriver. Vous avez été plusieurs à parler de la taxe carbone. On sait, la taxe carbone, c'est typiquement une mesure qui fait peur au grand public, qui inquiète. On a d'ailleurs là le cas du gaz qui prend 10% au 1er juillet, et certaines organisations mettent en cause pour cette élévation des prix du gaz l'impact de politique contre les énergies fossiles, en disant c'est parce qu'on veut limiter les énergies fossiles que, in fine, le prix monte et que donc le consommateur et le plus fragile se voit répercuter cette hausse. Comment on fait pour embarquer les gens? Comment on fait pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de perdants quand on veut allier lutte contre le réchauffement climatique sans creuser les inégalités? Peut-être vous, Nathalie Appéré, vous parliez tout à l'heure de la nécessité de ce débat démocratique. Comment sur le terrain on essaye d'allier, et comment on fait en sorte qu'il n'y ait pas de crise des Gilets jaunes 2 si demain on met effectivement en place une taxe carbone? Je suis à peu près convaincue, et c'est ce que disait Laurent Berger tout à l'heure, que les habitants ne sont pas à convaincre, pas plus dans les quartiers populaires qu'ailleurs. Il y a souvent plus de maturité dans l'opinion publique et la société civile que chez les responsables politiques sur ces questions de transition écologique. Un peu envie de dire comme un clin d'œil que dans les quartiers populaires, on n'a pas attendu les penseurs de la transition écologique pour inventer l'économie circulaire, les recycleries et les zéro déchets. Et de fait, par exemple, avec des initiatives de participation citoyenne, de concertation, mais aussi de budget participatif à l'échelle d'une ville comme la nôtre, on voit que beaucoup de projets qui sont déposés par les habitants concernent précisément de la végétalisation, de l'amélioration du cadre de vie, ou encore des projets d'agriculture urbaine, de potager partagé. Donc cette sensibilité, évidemment, elle existe, et moi, elle me rend optimiste, parce que je pense que la transition écologique, c'est pas triste. Alors certes, les perspectives de réchauffement climatique, elles sont évidemment inquiétantes, et en même temps, il peut y avoir de l'enthousiasme collectif à relever un certain nombre de défis. Et je pense que si on emmène et on donne aussi la possibilité aux habitants et aux citoyens de transformer eux-mêmes leur cadre de vie et leur quartier, on a aussi des beaux défis collectifs. La vie associative dans nos quartiers, elle est souvent née, enfin en partie née dans des mobilisations dans les années
50, 60, 70, autour de l'éducation populaire, autour des loisirs, et ça continue à vivre, et fort heureusement. Pourquoi ne pas se dire que ce qui va faire commun, ce qui va faire peut-être lutte ou combat collectif, demain, c'est autour des questions de transition énergétique. Merci. Laurent Berger, vous parliez tout à l'heure de l'étude que vous avez menée sur l'emploi. Est-ce que ce n'est pas aussi en montrant tous les bienfaits qu'il peut y avoir aux mesures de transition et aux choix politiques et stratégiques qui sont faits qu'on peut aussi susciter cette adhésion et faire en sorte que, même si philosophiquement les gens ne sont pas contre, concrètement ils y vont vraiment parce qu'ils n'ont pas peur d'y aller, tout simplement? Oui, c'est en montrant aussi les bienfaits et la part qu'ils peuvent y prendre et le fait qu'on ne construira pas des politiques sans eux. Moi, je crois beaucoup à ça. Et vous savez, on est dans ce moment où notre fonctionnement démocratique est quand même largement interrogé. Si on était capable de faire de la transition écologique juste, un vrai chantier démocratique, en se disant, bah, écoutez, voilà, c'est ça l'horizon commun qu'on se fixe. Il est un peu contraint, on n'a pas bien le choix, et en même temps, ça peut être vachement bien. Mais on se le fixe, mais on en fait un vrai chantier démocratique. Ça veut dire pas sans vous, pas quelques-uns qui vous disent comment faire, pas en méprisant la société civile, les associations, les organisations syndicales, les acteurs qui se regroupent pour agir. Enfin, moi, je crois beaucoup à ça. C'est-à-dire que je ne crois pas du tout, je le réaffirme, au fait que les travailleurs ou les personnes les plus modestes seraient totalement fermés à l'idée de la transition écologique. C'est pas vrai. D'abord, ils savent bien, on sait bien que ce sont souvent les premières victimes du réchauffement climatique. Donc l'idée, c'est vraiment d'en faire un chantier démocratique et de se demander est-ce qu'on est capable de se fixer l'horizon vraiment commun de façon déterminée? La réponse est un peu oui. Mais une fois qu'on l'a fixé, est-ce qu'on s'y tient? Il y a des étapes et on fait avec. Et moi, je crois que c'est possible. Et ça voudra dire aussi une autre répartition de la richesse, je le dis quand même. C'est-à-dire que ça ne se fait pas sans argent, sans investissement. Et que cet investissement, parce que le côté, vous voyez, les plus modestes, les gens qui habitent dans les quartiers de politique de la ville, ils sont moins sensibles à la transition écologique. Mais enfin, les personnes aujourd'hui qui détiennent le plus de patrimoine, de richesse, ils sont un peu moins sensibles à la question sociale, me semble-t-il. Et c'est en conjuguant les deux et en faisant avec, je pense qu'on peut faire adhérer largement. Merci. Marie-Laure Vuitnet, cette question de l'adhésion. Sur la question de l'adhésion, je pense qu'on a, là pour le coup, du côté des bailleurs sociaux, on est tout à fait alerté sur cette question-là et on s'appuie, nous, sur ce qu'on peut faire dans les quartiers, notamment en accompagnement des associations et des habitants eux-mêmes. Enfin, juste, moi, ce qui me frappe, c'est qu'on parle d'agriculture urbaine, etc. Pour ces quartiers, c'est très important, ça se développe effectivement et c'est très bien. Mais moi, je viens là, pour le coup, je viens aussi avec ma casquette stéphanoise et on est de tout temps et ça reste aujourd'hui encore une réalité. On a des jardins ouvriers dans tous les quartiers, quel que soit le secteur de Saint-Étienne et sa métropole. Donc c'est quelque chose qui est ancré dans effectivement, c'est pas une découverte pour eux, l'économie locale, les questions d'approvisionnement proche, etc. Et nous, on a aujourd'hui le rôle qu'on a, c'est de faire perdurer cette culture-là et d'accompagner les habitants, notamment à travers la mobilisation de nos pieds d'immeubles, du soutien qu'on peut avoir dans les programmes ANRU des collectivités et de l'ANRU elle-même, et puis à travers ce qu'on développe les uns et les autres à travers les programmes d'abattement de la TFPB. C'est très technique, mais ça nous permet de dégager des moyens pour aller accompagner des initiatives locales et de faire vivre une économie aussi locale, puisqu'on peut favoriser le développement d'activités économiques de proximité et tout à fait dans le sens de tout ce qui vient d'être évoqué. Merci beaucoup. Jean Jouzel, il nous reste 1 minute 06, un mot de conclusion sur comment on fait adhérer. Oui, deux réactions par rapport à ces échanges. Sur la taxe carbone, j'ai quand même le sentiment que, disons, la taxe carbone, la première de la commission Rocard, était mieux pensée que, disons, l'augmentation de la taxe carbone de 2018. Il y avait vraiment ces compensations qui étaient beaucoup mieux pensées. Donc, malheureusement, elle a été retoquée par le Conseil constitutionnel.
voilà, il aurait fallu continuer dans cette voie. On sait, il y a 2 conditions indispensables pour que la taxe carbone soit acceptée, qu'il y ait des compensations, qu'elles soient justes, et que les gens sachent à quoi elle sert. Et ça, en France, Bercy étant une boîte noire, on ne sait jamais à quoi ça sert. Voilà, donc un travail de pédagogie. Ensuite, par rapport à l'adhésion, bien sûr, il faut aller au-delà de l'adhésion, Laurent. Je pense que pour les jeunes d'aujourd'hui, cette transition, elle est attractive. Elle est pour moi synonyme d'innovation, innovation technologique, mais aussi innovation sociale, sociétale dans l'organisation de la société. Elle est synonyme de recherche. Je reste chercheur. Il faut à la fois mêler ça, mais aussi effectivement, je pense, de qualité de vie. Donc c'est cela qu'il faut proposer aux jeunes d'aujourd'hui. Et c'est un peu mon message. Merci. Respect du timing presque parfait. Merci beaucoup. Ce grand débat est maintenant fini. Merci à vous pour votre participation. Nathalie Appéré en vision et tous les 3, Laurent Berger, Marie-Laure Vuitnet et Jean Jouzel sur le plateau. Je vous invite maintenant à rejoindre la salle puisqu'on va passer à la conclusion de cette séquence. Et j'appelle pour ce faire Nicolas Grivel, directeur général de l'ANRU, et Olivier Klein, le président de l'agence, pour le mot de fin de cette édition 2021 des GRU, qui se sont donc déroulées dans un format totalement original de gens en plateau, d'ateliers, de visites urbaines et vous derrière vos écrans. Merci à vous de nous avoir suivis. Il est maintenant venu le temps de conclure pour continuer à travailler et se donner peut-être rendez-vous dans les 3 ans. C'est ça, Nicolas Grivel ? Le bilan de ces GRU. Effectivement, le rythme normal des GRU, c'était tous les 3 ans. On a fait une exception, mais on n'a pas été les seuls. Parce que je crois que même les Jeux Olympiques ou d'autres événements de ce type ont décalé d'1 an ce qui était prévu en 2020. Donc on aura l'occasion de se retrouver à une échéance à déterminer, mais on aura surtout plein d'autres occasions de se retrouver. C'est le message aussi que je voulais passer, avec à la fois le plaisir qu'on a eu d'échanger, le plaisir qu'on a eu de partager des thèmes à la fois très habituels, mais à interpréter à l'aune de ce qui s'est passé dans la temporalité qu'est la nôtre aujourd'hui, puis des thèmes aussi où on s'ouvre sur des sujets complémentaires, des sujets nouveaux, et on l'a vu sur le débat final qui était, je trouve, très stimulant d'ouverture à des questions de société très, très, très lourdes et très puissantes. On a également des débats sur la santé, par exemple, hier, qui montrent l'émergence de ces thématiques-là. Et donc on va surmonter cette frustration aussi en trouvant plein d'occasions de se rencontrer les uns les autres dans des déplacements territoriaux, dans des rencontres régionales qu'on va lancer et relancer, et que la richesse de ces GRU, qui est très, très large, et en termes de production de contenu, de production d'échanges, etc., qu'on puisse s'appuyer là-dessus pour diffuser ces bonnes expériences et continuer à échanger ensemble dans les mois qui viennent. Donc merci à tous ceux qui ont contribué au succès de cette manifestation et à tous ceux qui ont échangé ensemble un nombre de pratiques très, très impressionnant. Merci beaucoup. Olivier Klein, le mot de la conclusion revient au président, toujours. Merci. D'abord. C'est bon. D'abord, un grand merci à tous ceux qui ont permis ces rencontres, ces GRU. C'était pour nous extrêmement important de se retrouver. Effectivement, moi je trouve que c'était d'une grande richesse. Alors j'ai plus assisté à ces grands débats qu'aux ateliers, mais j'ai eu des retours et on a regarder, écouter des sujets très vastes. Ce matin, la ministre disait que ces GRU et ses participants, c'était une mine de savoir. Et je pense que c'est effectivement le bon terme. On a une capacité à progresser ensemble, à continuer à parler de tous les sujets comme on l'a fait, la mixité, l'école, la sécurité, la santé, le réchauffement climatique, parce que tous ces sujets-là touchent le quotidien de nos habitants et des habitants des quartiers populaires, et parfois de manière plus accrue, avec plus d'impatience, avec plus d'urgence. Et l'agence doit jouer un rôle déterminant pour changer la vie des habitants de ce quartier. Et pour ces habitants de ces quartiers, comme l'a dit Nathalie Appéré il y a quelques minutes, on travaille pour ceux qui sont là de manière extrêmement déterminée. Et d'abord pour ceux qui sont là, et c'est vraiment la mobilisation de tous les acteurs de la politique de la ville et du renouvellement urbain. Donc voilà, je veux vraiment remercier tous ceux qui ont participé aux ateliers, qu'on n'a pas eu le plaisir de croiser pendant ces 2 jours, mais vers qui on va retourner et qui savent aussi pouvoir compter sur l'ensemble des équipes de l'ANRU, des délégués territoriaux que sont les préfets, parce que le travail, le renouvellement urbain, c'est pas un vadémécum, des règles, chaque projet est différent, et c'est en allant vers les habitants, vers les élus locaux et les bailleurs et les associations qu'on construit tous ensemble ces projets. Donc à très vite, et encore un très très grand merci à toutes les équipes de l'ANRU, à ceux qui nous ont filmés, maquillés, préparés pour cet bel événement, et merci à vous Emmanuel.
Merci. Alors merci à vous tous qui avez participé, assisté avec attention à l'ensemble du plateau proposé par l'ANRU pour CGRU. On va se quitter sur la découverte de l'œuvre qu'a réalisée sur ce site qui abritera dans quelques mois les équipes de l'ANRU Dr Paper, un illustrateur nantais passionné d'architecture et de la ville. On vous l'avait présenté en ouverture. On se quitte donc avec son œuvre et moi je vous dis au revoir.